Bienvenue dans le débat de France 24. Le Sahel peut-il à nouveau vivre un jour en paix? Cette question se la pose depuis 8 ans ici en France. C'est l'intervention de l'armée française au Mali. Cette région en proie aux assassinats et aux enlèvements perpétrés par des groupes djihadistes traverse une nouvelle crise de violence. Coup sur coup, une centaine de villageois viennent d'être assassinés au Niger en pleine période électorale, alors qu'au Mali voisin, 5 militaires français sont morts, victimes dans des attaques en moins d'une semaine entre Daesh et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans au nord, Boko Haram au sud. Cette région gigantesque qui s'étend du golfe de Guinée à la bande sahélienne peut-elle sortir de cette spirale macabre? L'armée française peut-elle l'y aider ou doit-elle au contraire en sortir? On en débat avec ici même à mes côtés le général Dominique Trinquant. Bonjour. Bonsoir. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Également à mes côtés, mon confrère de France 24, Wassim Nass. Bonjour Wassim. Bonjour. Spécialiste des réseaux djihadistes. Avec nous, le député du Rhône, Thomas Gassilou, membre de la majorité au sein du groupe Agir et de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Vous faites partie de la mission d'information de l'Assemblée sur Barkhane. Et puis je précise également que vous avez été soldat des troupes de montagne. Vous avez été projeté dans le cadre de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. C'était au début des années 2000. Merci d'être avec nous. Et puis également mon confrère Sedi Kaba, essayiste, spécialiste des groupes terroristes dans la zone du Sahel, co-auteur de Voyage au cœur de Boko Haram avec Mamadou Lawali Dondado. C'est paru aux éditions L'Harmattan. Merci d'être avec nous, Sedi Kaba. Bonsoir, merci beaucoup. Et nous serons dans un instant avec notre correspondant à Niamey au Niger. Mais d'abord, retour en images sur les attaques du week-end, justement au Niger avec Nina Masson. Au lendemain d'un nouveau massacre, le village de Tchambangou enterre ses habitants. Le Premier ministre nigérien est venu en personne leur rendre hommage. Bilan désastreux, puisque dans ce village de Tchambangou, on aura certainement perdu 70 personnes. C'est tout simplement horrible comme situation. 70 victimes à Tchambangou, 32 plus à Zaroumadarey. 2 villages situés à l'ouest dans la région de Tillabéri. Tout a commencé samedi à midi. Divisés en 2 groupes, une centaine d'assaillants à bord de motos prennent pour cible les 2 localités. Ils procèdent alors à l'un des pires massacres de civils jamais commis dans le pays. Nous avons certainement dans toute la zone des préoccupations et des menaces, mais une stratégie et des mesures propres seront prises pour sécuriser les populations. Ces villages menacés sont situés dans la région dite des 3 frontières, visée depuis des années par des attaques meurtrières de groupes djihadistes. Cette zone est placée sous état d'urgence depuis 2017. Mais les attaques djihadistes continuent à sévir. Le 12 décembre dernier, 34 personnes ont été massacrées à Toumour dans le sud-est. Une attaque revendiquée par Boko Haram. Face à l'urgence, le président Mahamadou Issoufou doit diriger un conseil national de sécurité exceptionnel. Et le correspondant d'RFI au Niger, Moussa Kaka, est avec nous en ligne. Moussa, sait-on d'abord dans quelles circonstances se sont déroulées ces attaques et surtout quel groupe peut en être à l'origine lorsqu'on sait que ces localités sont situées dans la zone d'action du groupe État islamique au Grand Sahara? Oui, vous savez, c'est une vengeance, ce sont des représailles. Alors, 2 djihadistes sont présentés dans le village donc, de Tchambangou. Les jeunes du village organisés en autodéfense se sont organisés. Ils ont maîtrisé ces gens-là, ils les ont tués à la machette et aux arcs. Alors, immédiatement, l'alerte a été donnée de l'autre côté, derrière le village, parce qu'il y a 2 regroupements. Et tout de suite, donc, des dizaines de motos ont encerclé le village. Et ils ont tiré sur tous ceux qui bougent, beaucoup plus les jeunes et les vieillards. Tous ceux qui sont hommes, ils les ont massacrés. Et ils ont continué leur route sur le 2e village de Zare Daroum. Et là-bas également, ils ont perpétré le même massacre. Ces attaques, elles ont été commises au moment précis de la proclamation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui a donné le candidat du parti au pouvoir largement en tête, Mohamed Bazoum, mais pas élu à l'issue de ce premier tour. Peut-on établir un lien avec ces attaques ? Non, il n'y a rien à voir avec ces 2 attaques. Les élections sont à part et n'eût été l'intervention de ces 2 djihadistes dans ce village, dans ce village, il n'y aurait pas eu donc ces 100 morts dans les 2 villages. Ça n'a rien à voir, c'est une vengeance. C'est une zone où cohabitent plusieurs ethnies. Vous avez des Touaregs, vous avez des Peuls, vous avez des Djarma et vous avez un peu d'Arabes.
Alors ceux qui ont perpétré ce massacre-là, ils sont dirigés par un natif d'un village à côté de ce village où il y a eu les massacres. Ce sont les premières personnes devenues extrêmement islamistes en 1992. On parle de l'affaire de Kolukta. Sidi Abba, il le sait. Alors ce sont ces populations-là qui sont radicalisées. Ils ne sont pas des Peuls. Et maintenant, quand le Moujawa a organisé donc, ces jeunes Peuls, disons-le très clairement, et maintenant donc toute la zone est dominée par ces jeunes qui massacrent, qui perçoivent des dîmes, qui raquettent. Si vous ne donnez pas d'argent, ils vous tuent tout de suite et puis ils s'en vont. Donc c'est un règlement de compte intercommunautaire qui est en train de voir le jour dans cette zone. Merci Moussa Kaka. Donc ces assassinats, cette centaine de morts, indépendamment, nous dites-vous, du contexte électoral. Wassim Nasr, 7 soldats avaient été tués, c'était le 21 décembre dans l'Ouest, là où sévit le groupe État islamique dans le Grand Sahara. Et puis 34 personnes massacrées cette fois le 12 décembre, un peu plus tôt, dans le village de Toumour, c'est dans le sud-est du Niger. Une attaque revendiquée cette fois par Boko Haram. Ce pays, il est pris en étau entre ces différents groupes. Il est vrai qu'il est pris en étau et que le Niger était plus ou moins épargné dernièrement. À part la région de Difa, il n'y avait pas trop d'attaques, malgré quelques attaques ponctuelles et qui ont coûté très cher quand même à l'armée du Niger. Par exemple, je pense à l'attaque d'Inates en décembre 2019. Mais là, par rapport à ces derniers massacres, le correspondant a tout à fait raison. Donc c'est un problème, c'est un petit conflit qui s'est gonflé et dans lequel l'État islamique, on va dire, s'est greffé en commettant ces massacres. D'ailleurs, je viens de recevoir le communiqué de revendication de l'attaque de Ménaka contre l'armée française, donc l'IED, et dans lequel le JNIM, donc Al-Qaïda, affirme que c'est l'État islamique sans le nommer et affirme que ces assaillants seront châtiés, c'est une première fois, hein, et que le JNIM se dit qu'il veut protéger tous les opprimés, peu importe leur religion. Donc c'est important parce que c'est la première fois que dans le cadre du conflit entre Al-Qaïda et l'État islamique, qu'Al-Qaïda se prononce d'une manière assez virulente contre l'État islamique. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion aussi d'écouter des audios où on sait que l'État islamique faisait pression aussi sur des tribus arabes dans une région plus au nord, à la frontière entre le Niger et le Mali, pour que ces tribus arabes le rejoignent ou à minima participe à sa logistique dans la région. Donc on voit qu'il y a une volonté d'expansion de l'État islamique qui met la population dans une position où ils sont obligés de faire un choix. C'est ou bien l'État islamique ou bien Al-Qaïda en l'absence de l'État. Donc il y a des populations qui n'étaient pas concernées par le phénomène djihadiste qui se trouvent de fait d'un côté ou de l'autre à cause du conflit communautaire préexistant. Le gouvernement nigérien, général Trinquant, avait lancé en réaction à des attaques qui avaient eu lieu l'année dernière contre l'armée nigérienne et qui avaient causé de lourdes pertes à l'époque sur des camps militaires de l'armée nigérienne, notamment celui d'Inates que vous évoquiez à l'instant, ainsi que celui de Chinegoda. Une opération antiterroriste, Al-Maou, qui privilégie le mouvement, les patrouilles mobiles. Est-ce qu'elle a porté des résultats d'aujourd'hui ? Oui, elle a porté des résultats et, j'allais dire, en joignant les opérations de Barkhane, si vous permettez, qui a fait la même chose, hein, qui a été très mobile, qui est allé chercher. Ça a apporté des résultats. Il y a eu beaucoup de succès tactique, hein. Vraiment c'est ce que j'appelle gagner les batailles, c'est pas gagner la guerre, mais gagner des batailles, des succès tactiques, il y en a eu beaucoup. Maintenant on voit bien là, ce sont des villages qui sont attaqués, et donc le problème c'est la protection de ces villages. Et là, donc, ce sont des civils et non pas des militaires. Oui, bien sûr, ce sont des civils et pas des militaires. Mais les guerres asymétriques, quel est le but ? Le but, c'est de conquérir les populations et le terrain. Donc quand il y a une absence de l'État, eh bien à ce moment-là, les mouvements vont dans ces zones-là pour les sécuriser. D'ailleurs, la première action du Premier ministre nigérian était de dire on va renforcer en envoyant une compagnie supplémentaire. Ils ont déjà envoyé d'ailleurs. Hein, ouais. Donc ils voient bien, mais le problème, c'est effectivement l'installation de l'État. Parce que tant que l'État n'est pas présent, eh bien vous avez Al-Qaïda et l'EI qui se bagarrent et qui prennent la place et qui veulent installer leur zone d'influence dans ces régions-là. L'installation de l'État, c'est là où j'évoquais le contexte électoral qui n'est pas lié directement, bien sûr, à ce qui s'est passé. C'est ce que nous disait Moussa Kaka. Mais Seydi Kaba, est-ce qu'on peut néanmoins considérer qu'il y a aujourd'hui un contexte, disons, inquiétant sur l'avenir des structures étatiques au Niger et qui peut expliquer peut-être ces violences intercommunautaires qu'on n'avait pas l'habitude de voir jusque-là au Niger ? Non, le contexte politique et social est sans doute marqué, le contexte préélectoral, comme le contexte aujourd'hui et même le contexte
post-électoral sera toujours marqué par le défi sécuritaire qui se pose au Niger. Comme il a été si bien dit, le pays connaît un axe de menace terroriste qui part du sud-est avec Boko Haram, au nord-ouest avec la situation au Mali, au Burkina Faso et au nord avec la Libye. Donc il y a une situation électorale, il y a une situation sécuritaire préoccupante dans le pays qui fait que la première urgence du pouvoir qui sera installée à la suite du second tour prévu le 21 février sera de s'occuper du dossier sécuritaire. Ce qui vient de se passer prouve la nécessité justement que l'État se réengage, réinvestisse les zones, parce que ce qui s'est passé, comme il a si bien été dit par les autres intervenants, il y a eu un changement de stratégie. Au lieu d'avoir des postes avancés militaires statiques, le Niger a fait le choix d'avoir des postes mobiles avec des patrouilles permanentes. Et les djihadistes ayant compris cela profitent du passage. Juste après le passage de ces convois militaires, ils viennent commettre des forfaits de l'ampleur de ce qui vient d'être commis. Donc, ça prouve la nécessité d'articuler la réponse sécuritaire, la réponse militaire aux besoins d'installation de l'État et de la bonne gouvernance dans cette partie des trois frontières. Quel est le rôle dans ces conditions de la France et plus généralement des puissances européennes? Écoutez ce qu'en dit le ministre de l'Intérieur du Niger. C'est un combat qui est aussi celui du reste du monde et aussi de l'Europe. Et donc, nous pensons que nos partenaires, notamment Barkhane, qui fait un travail extraordinaire, un travail formidable, efficace, nous pensons qu'il est absolument nécessaire qu'il reste dans la zone. Thomas Gassilou, il est absolument nécessaire que Barkhane reste dans la zone. Alors oui, Barkhane est sur place déjà depuis bientôt 8 ans. Barkhane a déjà montré son utilité en évitant finalement une déstabilisation trop importante de la zone. Et je crois que dans la zone, on peut dire qu'on y sera encore durablement si les autorités sahéliennes le souhaitent. Mais pour autant, il y a peut-être sans doute besoin de faire évoluer la manière dont on est présent, en étant peut-être moins présent en première ligne et davantage présent dans l'accompagnement. Il y a des germes d'un conflit durable et qui date d'ailleurs d'avant la présence française dans ces régions. Wassim Nass, même si on l'a dit jusqu'à présent, le Niger a été plutôt épargné par ces affrontements intercommunautaires, mais des tensions entre des cultivateurs sédentaires et des groupes de pastoralistes. Oui, tout à fait. En tout cas, les groupes djihadistes, ils ne viennent pas de nulle part. Les groupes djihadistes, ils se greffent toujours sur des griefs bien réels. Donc le Sahel, c'est une zone où il y a la guerre, il y a des conflits depuis un demi-siècle maintenant. Et si on regarde un petit peu le détail des mouvements djihadistes aujourd'hui, par exemple le JNIM, il est chapeauté par Iyad Ghali. Iyad Ghali, ce n'est pas n'importe qui. Iyad Ghali, avant tout, c'est un notable Touareg qui a fait partie des légions de Kadhafi, qui a fait partie de l'insurrection Touareg dans le Nord Mali. Il avait même combattu au Liban. Si on regarde l'État islamique, il est chapeauté par Sahraoui qui faisait partie du Polisario. Donc ce sont des anciens conflits, très anciens, qui mutent et qui se transforment en conflits aujourd'hui djihadistes. Ça n'enlève rien à la portée idéologique de ces groupes, mais avant tout, ça veut dire ces groupes s'ancrent sur des conflits préexistants. Et même, on regarde tous les commandants aujourd'hui, par exemple d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, les hauts commandements, une bonne partie, ont fait partie, par exemple, de la mouvance Touareg, ont participé à la guerre civile en Algérie ou autre. Donc aujourd'hui, les recrues, ils rejoignent ces figures locales, et l'idéologisation, elle vient après. C'est ça aussi, c'est à cela aussi qu'il faut être attentif. Par exemple, Baag Moussa, qui a été neutralisé il y a quelques semaines par la France, localement, en novembre, voilà, il est vu comme un chef Touareg, comme un chef de la rébellion Touareg. Et c'est pour ce qui explique, en tout cas, l'imbrication d'Al-Qaïda et d'AQMI, en particulier dans cette zone-là, et le succès de Feu de Roukdel, que pareil, la France avait éliminé en juin. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Voilà, a créé ce nouveau groupe qui s'appelle Jamaat al-Muslimin, en le faisant chapeauter par Iyad Ghali, et aussi par un Peul, par un Foulani, qui est Amadou Koufa. Donc ça donne une portée beaucoup plus vers le sud, à AQMI, qui était normalement en Algérie. Donc toutes ces articulations sont à prendre en considération, sans oublier qu'Al-Qaïda fait de la politique. C'est dans les communiqués de revendication des attentats contre les armées françaises, il y a toujours il y a deux appels explicites. Dans le communiqué que j'ai eu aujourd'hui et dans celui que j'ai reçu vendredi et qui a été publié samedi, il y a un appel à la population française pour qu'elle fasse pression sur le gouvernement pour un retrait français. Donc il ne faut pas oublier que ces groupes-là
c'est pas du djihad dans le vent. Il y a des fins politiques et il y a des calculs politiques qu'ils font. Aujourd'hui même, ils ont répondu dans le communiqué à l'interview de Florence Parly dans Le Parisien. Donc c'est pour dire qu'ils sont aussi dans ces dynamiques-là politiques. Oui, je crois qu'il ne faut jamais sous-estimer son ennemi. Tout à fait. Et dans le cas particulier, je relève 2 caractéristiques. D'abord, leur capacité à monter des actions aussi bien contre l'armée française par des mines, etc. Donc leur capacité, j'allais dire technique, explosif, que de résoudre, c'est ce qui s'est passé contre les villages nigériens, que la vision stratégique. Pourquoi aujourd'hui cette pression ? Tout simplement parce que des décisions, ils le savent, doivent être annoncées en février à N'Djamena, après au sommet du G5. Voilà, avec le G5 Sahel. Or, il s'agit de faire pression, comme Wassim le disait très bien, sur la population française, pour que la population française, elle, fasse pression sur les politiques. Moi, je reprends toujours le terme de Georges Bernanos, un de mes écrivains favoris, qui, lors de la guerre de 14, disait « pourvu que le derrière tienne ». Quand il parlait du derrière, il parlait de l'arrière, bien sûr. Et donc, pourvu que l'arrière tienne. Et l'arrière, c'est la population française, auprès de qui il faut faire de la pédagogie. De la pédagogie pour dire pourquoi nous sommes là. Premièrement, à la demande des pays africains. Il faut s'en souvenir. C'est eux qui nous ont demandé d'abord d'intervenir avec Serval, ensuite dans le G5 Sahel. Ça, c'est le premier truc. Deuxième point, je rappelle que aujourd'hui, tant que ces djihadistes combattent dans le Sahel, le califat n'est pas installé. Et donc, ils ne sont pas en mesure d'installer comme l'était le califat au Levant, où une fois qu'il était installé, il s'est projeté vers l'extérieur. Et il s'est projeté en particulier avec des opérations en Europe. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Sahéliens viennent combattre en Europe. Ce n'est pas vrai. Ils ne viennent pas combattre. Pourquoi ? Parce qu'ils combattent là-bas. Et donc, mon argumentation, c'est de dire à nos citoyens, mais si nous combattons là-bas, c'est pour les Africains parce qu'ils nous demandent, mais aussi pour nous, pour éloigner la menace et qu'elles ne viennent pas chez nous. Et donc c'est ces 2 arguments qui doivent marquer les populations françaises et européennes, parce qu'on parlera peut-être de l'Europe, européenne, de façon à ce que la décision qui sera prise au mois de février, soit pas une décision sous la pression, mais une décision stratégique sur quel est le devenir, avec peut-être articulation du dispositif, diminution des effectifs, ça on peut en discuter, mais pas sous cette pression-là. C'est ce qui a justifié d'ailleurs la première réunion de Pau, quand le président Macron a appelé les présidents africains à réitérer leur appel à la France. On va faire dans un instant le bilan justement de cette réunion de Pau 1 an après. Le futur aussi, on essaiera de le deviner, de la présence française sur place à travers Barkhane, et puis également les racines du mal. Qu'est-ce qui explique ces tensions communautaires? Avec nos invités, on ira voir dans un instant Seydi Kaba ainsi que Thomas Gassilou dans la deuxième partie du débat. Restez avec nous. Les éleveurs. Cette situation s'est aggravée avec le changement climatique. Les terres cultivables sont devenues beaucoup plus rares, les périodes de transhumance sont devenues beaucoup plus courtes et il faut aménager des couloirs de passage pour que les animaux puissent traverser les champs. Ça a existé, mais ça a pu se gérer pendant longtemps avec une intelligence sociale, une intelligence traditionnelle. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque les groupes djihadistes sont venus, ils ont justement trouvé dans cette situation un terreau favorable. Ils ont encouragé, ils ont alimenté les conflits intercommunautaires parce que lorsqu'on veut asseoir un nouvel ordre, il faut doter l'ancien ordre. Et c'est cette stratégie qui a été celle des groupes terroristes qui explique l'amplification des conflits, qui explique l'engrenage dans lequel on se retrouve. À cela est venu s'ajouter aussi une mauvaise solution à un vrai problème parce que les États se sont mis à encourager des groupes d'autodéfense. Or, les groupes d'autodéfense se sont majoritairement constitués sur une base communautaire. Lorsque les groupes d'autodéfense s'en prennent à des populations, les groupes djihadistes viennent en représailles et il y a une sorte d'engrenage dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Même si on réussit à trouver une solution à la question terroriste en associant le sécuritaire, le militaire et le développement, il faudra aussi penser à apaiser les situations communautaires, que l'on retrouve le vivre ensemble qui a été le mode de vie de ces populations-là. Ces populations n'ont pas toujours vécu dans l'interconflictualité. Cette interconflictualité a été alimentée par les mouvements terroristes qui ont trouvé là une bonne occasion de déstabiliser la société les sociétés dans cette partie
de l'Afrique occidentale. Seydi Kaba, l'État du Niger s'est jusque-là refusé à armer ou à encourager des milices locales, comme l'ont fait par exemple le Mali ou le Burkina Faso voisins. Est-ce que ça avait provoqué une situation différente de celle qu'on observait dans ces deux autres pays? Justement, au Mali comme au Burkina, l'encouragement à l'autodéfense a créé des situations d'engrenage. Lorsque, par exemple, les chasseurs s'en prennent aux Peuls, les Peuls aussi s'organisent ou appellent à la solidarité avec des groupes terroristes qui viennent s'engager. Le Niger a eu la prudence d'encourager la création de groupes d'autodéfense, même s'il y a des comités de vigilance qui peuvent apporter du renseignement humain aux troupes. Je pense que c'est une stratégie, tout l'enjeu est de savoir où est-ce qu'on met le curseur. On a besoin du renseignement humain dans cette zone, on a besoin de groupes de vigilance qui peuvent alimenter les forces de défense et de sécurité à renseignement humain, mais de là à donner des armes, à créer des milices d'autodéfense, c'est un pas que le Niger n'a pas franchi. Et je pense que c'est une stratégie qui a ses dividendes, parce qu'il faut éviter aussi que le comité d'autodéfense se lance dans des règlements de compte, dans des dérapages, dans des bavures, comme on a pu le voir ailleurs. Donc, il y a un besoin à la fois d'articuler le besoin en renseignement humain, en implication de la population, parce que ce qui manque aussi, c'est la pédagogie envers les populations. Souvent, quand on interroge les populations, elles ne savent même pas pourquoi on fait la guerre, parce que les forces de défense et de sécurité n'ont pas de relation, le réseau de confiance a souvent été rompu du fait de certaines exactions qui ont été commises. Donc, il faut tout cela reconstruire, le lien entre les forces de défense et de sécurité et les populations, savoir comment on organise la collecte et l'exploitation du renseignement humain. Et ça ne conduit pas forcément à la création des milices d'autodéfense comme on a pu le voir ailleurs, parce que ces milices d'autodéfense elles-mêmes peuvent entraîner des situations qui sont difficiles à gérer. Thomas Gassilou, face à cette situation, la France, on le voit, les racines du mal, elles sont profondes, la situation est explosive. La France a-t-elle réellement un rôle à jouer dans cette région, elle qui a déjà perdu 50 soldats au Sahel depuis le début de cette intervention? Avant Barkhane, c'était Serval depuis 2013. Et alors même que la ministre de la Défense, Florence Parly, dans un entretien aux Parisiens paru aujourd'hui, le dit, la France va très probablement réduire les effectifs de sa force Barkhane après les succès militaires. Alors ça, on va les évoquer dans un instant de ces derniers mois, mais alors qu'elle vient de perdre à nouveau 5 de ses soldats. Alors oui, déjà je voudrais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Vraiment, les groupes djihadistes prospèrent sur les difficultés qui ont été citées précédemment, notamment les conflits agro-pastoraux, les conflits à l'intérieur même des fois des ethnies entre les castes. Et finalement, l'usage de la force militaire ne fait que donner du temps pour trouver des solutions politiques à ces problèmes. Et on peut citer parmi ces solutions politiques les accords de paix et de réconciliation signés à Alger, qui datent de 2015, dont la mise en œuvre avance trop doucement. 5 ans après, où en est-on? Et donc Barkhane, avec tout son succès, peut gagner des batailles, mais pour stabiliser la zone, on a besoin aujourd'hui de davantage d'énergie pour mettre en œuvre ces avancées politiques et trouver des solutions localement. Et pas davantage d'hommes, il faut réduire les effectifs. On parle de 600 soldats qui pourraient partir rapidement. Alors effectivement, je pense que la ministre a bien fait de rappeler que ce renfort décidé lors du sommet de Pau, par définition, n'était que temporaire, ce renfort de 600 hommes, et que finalement en 2020, Barkhane a fait le job. Les succès tactiques ont eu lieu, des chefs djihadistes importants ont été éliminés, les armées locales sahéliennes continuent leur montée en puissance, la structuration à l'échelle du G5 Sahel se poursuit. J'étais récemment à Nouakchott en Mauritanie où j'ai pu voir notamment le collège de défense qui forme les cadres des armées sahéliennes. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tourner une nouvelle page de notre engagement au Sahel après une période où on a été en première ligne, après cette montée en puissance en 2020. Il faut que les Sahéliens se réapproprient davantage les questions de sécurité. Et bien entendu, la France, au travers de ses accords de défense, doit rester sur place pour les accompagner et pour être en mesure d'être une garantie si toutefois la situation était trop déstabilisée. Ça va être l'objet du G5 Sahel qui se déroulera à la fin du mois de janvier, début février. Général Trinquant, acter une réduction de la présence française, et l'État malien et l'État nigérien peuvent-ils prendre la relève? Alors la première question va être celle-là. Les chefs d'État qui vont se réunir début février
Alors, il faut noter qu'il y a 2 élections, hein, Burkina Faso et Niger. Donc, ça sera toujours le président Issoufou, puisque les élections ont lieu le 20 février, donc après le sommet. En revanche, le président du Burkina Faso, qui a été réélu, sera toujours le même. Kaboré. Voilà. Donc, ça va être le premier but, ça va être, est-ce que vous êtes toujours d'accord pour qu'on travaille avec vous et quel est votre niveau d'engagement? Aujourd'hui, on montre beaucoup parce qu'on est très hexagonal, les soldats français qui combattent. Mais en revanche, ils combattent quasiment tout le temps avec des Maliens, avec des Nigériens et aussi parfois avec des Burkinabés, un peu moins. Mais qui ont eu des pertes bien plus importantes que les forces françaises. De ce point de vue-là, il y a une montée en puissance des armées africaines qu'on appelait de nos voeux depuis plusieurs années. Il y en a à plusieurs titres. D'abord, dans la formation pour les Maliens avec la mission européenne qui les forme, qui est là-bas pour ça. Non, ça c'est les UTM. Ensuite, l'accompagnement aujourd'hui avec les forces françaises. Les forces françaises combattent, et c'est la meilleure pédagogie de combattre avec leurs camarades du Niger, du Burkina Faso ou du Mali, pour les accompagner. Et le troisième point, vous l'avez souligné, vous avez raison, c'est Takuba. À mon avis, Takuba, je rappelle que ce sont des forces spéciales européennes qui viennent et qui arrivent. D'ailleurs, quand je parlais de la stratégie des djihadistes, ça n'est pas par hasard qu'ils ont attaqué du côté de Ménaka, parce qu'à Ménaka est arrivé le détachement de forces spéciales tchèques depuis peu. Or, c'est une certaine façon de faire pression sur les Tchèques. Mais la présence de forces spéciales européennes sur le terrain, avec les forces africaines, a 2 objets. Le premier, d'accompagner les Africains, bien sûr, mais un autre effet qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est la pédagogie vis-à-vis des Européens. Parce que quand les Tchèques auront des forces spéciales sur le terrain tous les jours, ils auront un compte-rendu de ce qui se passe sur le terrain. Et donc, tous les jours, le gouvernement tchèque sera plugué, branché sur ce qui se passe. Et donc, comme vous le savez, les Européens regardaient beaucoup vers l'Est, vers Moscou. Ben là, ils regarderont plus vers le Sud parce qu'ils auront des forces qui sont engagées là. Donc je crois qu'il y a cette double pédagogie qui est extrêmement intéressante. Et puis... Donc lorsqu'on se plaint, pardonnez-moi ici, ou lorsqu'on entend fréquemment dire à quoi sert Barkhane, vous dites qu'il y a un effet réel perceptible sur le terrain. Oui, il y a un effet incontestable. Depuis un an, depuis Pau, il y a eu beaucoup d'actions, aussi bien sur la logistique des mouvements djihadistes, où des explosifs, du carburant, etc. ont été saisis, des motos, que dans la neutralisation d'un certain nombre... Mais encore une fois, ça n'est que des batailles. La guerre, au-delà des forces africaines, ce sont les États africains, et permettez-moi de revenir sur les antagonismes qui ont été animés par ces mouvements djihadistes, mais il y a un phénomène climatique, ça a été évoqué tout à l'heure, il y a un phénomène aussi évident, c'est la démographie. Il y a une explosion démographique dans ces pays-là qui fait que les États ne sont pas en mesure de donner des emplois. Et donc un gars qui arrive avec une calache et un billet, se paye un gamin de 17 ans qui va combattre parce qu'on lui a donné quelque chose là où l'État ne donnait rien. Et là encore, les Européens ont un rôle important à jouer, c'est l'investissement à faire dans ces pays. L'Allemagne, qui se préoccupait pas beaucoup du Niger, depuis 1 an et demi, investit énormément au Niger. Et donc, il y a besoin de fonds européens pour arriver à développer ces pays et permettre aux populations de trouver des débouchés autres qu'une Kalachnikov. Ça veut dire, Wassim Nasr, qu'il est illusoire d'imaginer une victoire par les armes, une victoire uniquement militaire. Ça va passer forcément par la négociation, ce qu'on a déjà pu observer d'ailleurs dans les négociations autour des otages, et notamment dernièrement le cas de Sophie Petronin. Oui, tout à fait. Ça veut dire la force militaire, elle donne un temps, comme ça a été très bien dit par le député, pour mettre en place une solution politique. La solution militaire n'est pas une fin en soi, comme le terrorisme n'est pas une fin en soi. Le terrorisme, il est aussi pour des fins politiques. Et juste pour qu'on imagine... Donc on n'a pas affaire simplement à des groupes crapuleux sans objectif, comme on le décrit aussi souvent. Il y a un objectif politique derrière. Est-ce qu'il y a des moyens crapuleux? Oui, mais il y a un objectif politique derrière. Et juste pour qu'on arrive à imaginer que les négociations ont toujours cours, on va voir des images que j'ai reçues aujourd'hui de l'échange entre Là, on voit par exemple le chef d'AQMI avec sa Kalachnikov, c'est Ag Ita, qui salue le négociateur Ag Bibi, et là, le monsieur, c'est colonel Sanogo, le chef des antiterroristes de la DGSE malienne. Et donc là, on voit que ces gens se connaissent, ces gens se parlent, même s'ils sont des ennemis,
pour conclure cet accord qui a mené à la libération de Feu Cissé et de Sophie Petronin. On voit qu'ils s'échangent... Soumaïla Cissé, décédé du Covid-19. Tout à fait. Ouais. Et on voit qu'ils s'échangent les listes. C'est des images inédites que j'ai reçues aujourd'hui, juste pour démontrer que ces gens-là ne se découvrent pas. Ça veut dire quand il y a guerre, évidemment il y a guerre et il y a perte, mais il y a aussi négociation. Il y a des canaux de négociation qui existent. Évidemment. Et même si les canaux de négociation pour la libération des otages, ce ne sont pas les mêmes pour des arrangements locaux ou pour des solutions politiques, mais en tout cas, ce sont des portes qu'il faut exploiter. Et quand il y a une entrée en négociation, comme ça a été très bien dit par un rapport de Crisis Group, il y a bientôt plus de 2 ans, la porte de négociation est la porte de résolution de conflits. Et négociation, ce n'est pas soumission. Barkhane n'est pas une force policière, ce n'est pas une force antiterroriste. C'est une guerre. Et quand il y a une guerre, il y a insurrection, il y a assise populaire, il faut trouver des solutions. Et aujourd'hui, il se trouve que JNIM, donc Al-Qaïda, a accepté de négocier. Le président Ibeka a dit qu'il négociait avec eux. La junte a repris le relais. C'est comme ça, la libération des otages a eu lieu. Et il y a un élément qui ne veut pas négocier, qui est l'État islamique. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle réalité avec 2 groupes djihadistes. Un qui veut négocier, un qui ne veut pas négocier. L'État malien qui se trouve face à une insurrection est dans l'obligation de négocier, que la France le veuille ou non. Et même si elle ne le veut pas, comme à l'époque de l'administration Hollande, l'État malien le faisait quand même. Et cette vidéo qu'on vient de voir prouve que les canaux ont toujours été ouverts. Vaut mieux que ça se passe sur la table que sous la table, du moins avec ceux qui veulent négocier. Oui, mais je crois que pour compléter ce que disait Wassim à propos du rôle des armées françaises et de Barkhane, c'est non seulement donner du temps, mais aussi arriver à démontrer à ces djihadistes qu'ils n'obtiendront rien par les Kalachnikov, rien par le combat, et qu'il faut qu'ils aillent à la négociation. Et lorsque Barkhane aura réussi ce combat-là, à ce moment-là, la négociation, et évidemment, la négociation, c'est l'objet des pays. C'est les pays, c'est le Mali, c'est le Niger, c'est le Burkina Faso qui négocie. Alors, pour la France, évidemment, il ne faut pas que ça se passe dans son dos. Il faut quand même qu'il y ait une discussion, bien sûr. Mais je suis persuadé que les gens qui négocient, évidemment, pas forcément les gens de Barkhane, mais d'autres personnes françaises sont au courant de ces négociations, parce que, je répète, jetez vos kalachnikovs, négocier, c'est la seule issue que vous aurez pour pouvoir vous en tirer et arriver à une solution politique qui sera forcément quelque chose. Et comme on le dit souvent, si on n'avait qu'à discuter avec ses amis, ça serait assez facile. La guerre, on est obligé de discuter avec ses ennemis. Regardez l'exemple des talibans. Donc là, aujourd'hui, AQMI s'appuie sur cet exemple. C'est presque un contre-exemple, justement. Voilà, et donc AQMI s'appuie là-dessus. Al-Qaïda a salué la victoire des talibans, comme ils ont dit, donc d'être sur la table face aux Américains. Et c'est l'exemple qui est suivi aujourd'hui par AQMI dans le Sahel. Et la présence de Barkhane, en tout cas, donne des leviers à l'État malien. Parce que malgré les négociations pour la libération d'otages et d'autres, ça n'a pas empêché Barkhane de cibler Drogdel, chef d'AQMI, de cibler Ag Moussa, de continuer les opérations, et ça n'a pas empêché les djihadistes pour arriver aussi plus fort aux négociations. De continuer les opérations. Ça veut dire que la négociation n'est pas égale à trêve. C'est ça aussi qu'il faut expliquer. Ouais. Thomas Gassilou, l'exemple afghan, est-ce qu'il doit nous désespérer ou au contraire encourager la France à aller dans cette voie des négociations? Et pensez-vous que l'opinion publique française y est prête, tout comme est-elle prête à voir l'armée française se maintenir durablement avec la poursuite peut-être de pertes militaires à l'avenir? Alors, je pense que l'exemple afghan, il doit nous inciter à une certaine humilité sur ce qu'on peut obtenir avec des moyens militaires. Parce que les moyens qui étaient disponibles en Afghanistan étaient infiniment plus importants que nos 5000 hommes qu'on projette, qui sont valeureux, qui ont des résultats exceptionnels, mais sur une zone qui est grande comme l'Europe. Et donc notre humilité, elle doit s'exercer sur ce qu'on souhaite obtenir à court terme sur le plan sécuritaire. On veut, 1, répondre à la demande des États sahéliens, car nos destins sont liés. 2, on veut protéger les 15 000 ressortissants français sur place. Et 3, on veut éviter une déstabilisation trop importante de la zone. Et je crois qu'il faut se dire qu'il est illusoire à court terme de croire qu'on pourra totalement éradiquer la menace djihadiste dans une zone grande comme l'Europe, et donc avoir une certaine humilité dans ce qu'on peut obtenir sur place. Et oui, ça prendra du temps pour y parvenir. Et au-delà des moyens militaires et de l'humilité qu'on doit avoir, il faut également appeler à une certaine responsabilité des autorités sahéliennes, puisque vous parliez tout à l'heure du sommet des chefs d'État qui aura lieu sans doute au Tchad. Ce sera l'occasion d'évaluer les décisions prises à Pau, peut-être de se rendre compte que les 2 premiers piliers sur l'action militaire ont été au rendez-vous, mais peut-être que sur le retour de l'État et sur les actions de développement, on peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus fort.
Seydi Kaba, encore faut-il être deux pour sceller une union. On l'a entendu du côté notamment de la rue malienne. Il y a eu des critiques contre la présence française ces derniers mois. Qu'en est-il aujourd'hui ? Je crois que les choses ont beaucoup évolué parce que la rancœur envers Barkhane, envers l'armée française, a été alimentée par les différents revers suivis par les armées de ces régions-là. Lorsqu'on parle de Chinagoder, lorsqu'on parle de Inates, c'est quand même des pertes en vies humaines importantes qui ont été enregistrées par ces armées. Et une partie de l'opinion en était arrivée à s'interroger sur l'utilité de la présence de l'armée française alors que de tels événements sont survenus. Avec les résultats, depuis Pau, puisqu'on sait que l'engagement français a été repensé, redimensionné, avec une présence plus accrue dans la zone des 3 frontières, des résultats importants ont été obtenus et aujourd'hui, il y a une évolution de la position des opinions publiques, que ce soit au Niger, au Mali, envers la présence militaire française, même s'il reste que les opinions publiques et une partie de l'élite politique est persuadée que la défense du Sahel se fera par les Sahéliens. Donc il faut, à côté de la présence française, veiller à une montée en puissance des armées des pays du Sahel parce que tôt ou tard, c'est elles qui auront la charge de la sécurité et de la défense des pays du Sahel. Merci Seydi Kaba, c'est la fin de ce débat. Merci également au député Thomas Gassilou d'avoir été avec nous, ainsi qu'au général Dominique Trinquant et à mon confrère de France 24, Wassim Nasr. Restez avec nous, l'actualité continue sur France 24 dans 10 minutes avec un nouveau journal. Comme chaque matin, Marco prépare son arsenal de travail. Ordinateur portable, chargeur et une paire d'écouteurs. Cadre dans une multinationale du secteur financier à Milan, il a décidé de quitter la capitale lombarde à la fin du premier confinement national, au printemps dernier. Objectif, rentrer en Sicile, sa région natale, au sud de la péninsule. Milano è una città che À Milan, j'avais un appartement petit et sombre. J'ai beaucoup souffert pendant le premier confinement là-bas. C'était inconfortable. Et donc, j'ai décidé de partir et de rentrer ici où j'ai mes parents et mes amis. Depuis son retour à Palerme il y a 7 mois, Marco a troqué le métro pour le vélo lorsqu'il se rend au travail. Car il n'a jamais quitté son emploi dans le Nord. Il travaille à distance depuis un espace de coworking à quelques minutes de chez lui. Depuis cet endroit, il coordonne et supervise une équipe de 8 personnes. Toutes sont à Milan. Pendant une quinzaine de jours, j'ai dû habituer mon équipe à cette nouvelle façon de travailler, ensemble, mais à distance. Mais étant une équipe très jeune, habituée aux outils numériques, la transition a été très rapide et on n'a pas diminué notre productivité. Depuis l'explosion de la crise sanitaire en Italie, ce genre de bureau partagé prospère à Palerme. Roberto gère cet endroit qui compte